Mesdames, Messieurs, chers amis, Martine Aubry m'a fait grand honneur en me demandant de participer à cette cérémonie aujourd'hui, 30e anniversaire du 10 mai. Je veux saluer ici tous les élus présents du département, avec le président du Conseil général, de la région, avec le président du Conseil régional, les parlementaires, et même ceux qui sont venus de loin, Arnaud, René et beaucoup d'autres. Je veux remercier le maire Henri d'avoir organisé cette manifestation. Et vous tous de vous y être joints. René Pierre, qui a été, lui, le successeur de François Mitterrand à Château-Chinon, a cette double particularité d'être à la fois corrézien et nivernais. Nul ne peut prétendre à une telle lignée. La chance de René Pierre est d'avoir été affecté dans ce département et d'être devenu élu de Château-Chinon. S'il était resté dans sa commune natale, en Corrèze, il eût été maire de Chirac-Bellevue. C'est un autre destin. Il y a plus de liens qu'on le prétend entre la Corrèze et la Nièvre, puisque, comme il a été rappelé, c'est un Corrézien, Henri Queuille, qui avait conseillé à François Mitterrand, au lendemain de la Libération, de venir se présenter ici dans la Nièvre. Il lui avait dit « Allez-y, vous n'avez aucune chance ». Et il l'a donc saisi. Il ne faut jamais penser que ces chances sont fonction de l'instant du moment. Les chances, ça se conquiert, ça se mérite. Et ce sont les plus belles victoires qui, au départ, étaient sans chance. Je suis là pour célébrer avec vous une victoire. Une victoire qui restera dans les cœurs, sûrement, pendant des années. La plus belle qui soit. Le 10 mai 1981. Le 10 mai 1981, c'est d'abord un homme, François Mitterrand, qui, au terme d'un long parcours, interminable même pour ses adversaires, fait de vaines tentatives et aussi d'épreuves qu'il avait réussi une à une à surmonter, oui, devient le premier socialiste de la Ve République à devenir président. Et le seul jusqu'à aujourd'hui. Ce qui donne à notre manifestation d'aujourd'hui un caractère sans doute rétrospectif, mais aussi prospectif. Le 10 mai 1981, ce sont aussi des lieux. La rue de Solferino, à Paris, siège de campagne de François Mitterrand, siège du Parti socialiste. La Bastille, où de nombreux fervents de la gauche se sont réunis pour fêter la victoire. Et puis, il y a Château-Chinon. Cette ville que François Mitterrand avait choisie, cette ville que Château-Chinon a voulu pour François Mitterrand en faisant le maire. Ce chef-lieu de canton qui serait resté, pardonnez-le-moi, sûrement inconnu du plus grand nombre, à tort, et qui s'est confondu avec la personne de François Mitterrand. C'est de Château-Chinon, et je m'en souviens encore, en 1974, le soir d'une défaite cruelle, celle où il avait perdu de quelques milliers de voix, où il s'adressa à nous, au-delà de votre ville et de votre département, pour nous dire, alors que nous étions découragés,
que notre victoire était inéluctable. Et c'est aussi de Château-Chinon, 7 ans plus tard, qu'il s'est adressé au pays. Et cette fois-ci, pour la première fois, comme président de la République. C'est ici, en l'hôtel de ville de Château-Chinon, que devant des caméras encore plus nombreuses et plus tumultueuses, et devant une foule rassemblée, qu'il a prononcé ses premiers mots de chef d'État, en disant que sa victoire était celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, mais qu'il s'adressait à tous les Français, et ceux qui avaient voté pour lui, et ceux qui ne l'avaient pas fait. C'est à Château-Chinon que ceux qui ont la mémoire de François Mitterrand viennent dans ce musée qui fut construit pour accueillir tous les cadeaux qu'il avait reçus durant ses mandats, mais qui viennent ces citoyens sans nostalgie, sans culte, sans souci de pèlerinage, tout simplement pour évoquer là le sens du combat de François Mitterrand. Oui, le 10 mai 1981, c'est un homme, ce sont des lieux, et c'est aussi une génération, ou plutôt des générations. Celles qui avaient lutté, combattu, et espéré dans l'alternance. Ceux qui n'y croyaient plus, tant elle s'échappait à chaque fois qu'elle était accessible. Ceux qui n'imaginaient pas qu'un jour, sous la Ve République, il soit possible de voir un président de gauche accéder à la responsabilité suprême. Ceux qui attendaient, parce qu'ils n'avaient pas l'information, à 20h, devant leur écran de télévision, que le visage du président, du nouveau, ils l'espéraient, se dessine. Quand ils n'ont vu que le front, ils n'étaient pas encore renseignés. Il a fallu qu'ils découvrent les yeux, ceux de François Mitterrand, et puis le reste du visage, pour qu'ils soient submergés par une émotion. Il y a eu des clameurs ce jour-là, mais il y a eu aussi des pleurs de joie, des pleurs de tristesse aussi, dans l'évocation des plus anciens qui n'étaient plus là et qui avaient donné leur vie, qui avaient donné leur âme de militants jusqu'au bout, sans voir ce jour. Je ne voudrais pas que les générations nouvelles attendent aussi longtemps. Et donc, le plus tôt sera le mieux. 30 ans après, que retenir du 10 mai 1981? Une date dans notre mémoire collective, sûrement. Une date qui marque une charnière. Je ne dis pas une rupture, le mot est galvaudé. Qui marque un nouveau temps, celui de l'alternance, celui des libertés reconquises, celui de l'aspiration à la justice, celui du respect, oui, celui de la dignité. Non pas qu'avant, c'était l'Ancien Régime. Non pas qu'après, ce fut parfait. Mais c'était enfin le temps du changement, de l'alternance, de la nouveauté, du risque, sans doute, mais aussi de l'espérance. Que retenir du 10 mai? Un héritage, sûrement, mais qui n'appartient à personne en particulier, mais à tous les Français, à tous ceux qui ont eu à être bénéficiaires des changements qui se sont opérés après le 10 mai. La personnalité de François Mitterrand n'est pas la propriété d'un parti, ni même de la gauche. Il est un serviteur de la France, qu'il aimait tant, qu'il voulait tant changer, au point d'y avoir laissé toute son énergie, toute sa vie, au point de disparaître
peu de temps après avoir quitté la responsabilité supérieure de l'État. Que retenir du 10 mai? Un bilan? Un inventaire? Il faudra le faire, sûrement. Il est celui des citoyens, c'est eux qui jugeront. Ce sont aussi les historiens, les sociologues, bref, tous ceux qui auront à regarder cette période. Mais pour nous ici rassemblés, quelle fierté d'avoir, pour certains d'entre vous, accompagné François Mitterrand. Quelle fierté d'avoir combattu avec lui. Quelle fierté aussi de poursuivre sans lui. Car le combat qui est le nôtre ne s'attache pas à une personne, mais dépasse nos individus, y compris les plus prestigieux d'entre nous. Nous sommes un grand mouvement qui a sa naissance dans notre histoire et qui se poursuivra bien au-delà de nous. Moi, je veux retenir deux enseignements. Puisqu'il ne faut pas dire que François Mitterrand nous a fait la leçon. Il nous a fait la classe. Il nous a donné deux grandes leçons ou histoires ou enseignements. D'abord, la ténacité, l'obstination, la persévérance, la constance, le courage, la détermination sans laquelle il ne peut pas y avoir de conviction. Il faut, pour appeler la confiance d'un peuple comme le nôtre, montrer non pas simplement de la hauteur de vue, non pas simplement des compétences ou des qualités, il faut montrer un amour de son pays et aussi une conscience de ce qui nous attend. Ce que François Mitterrand, inlassablement, et malgré les obstacles, par son envie sûrement, et sa volonté, et son engagement de tous les instants, ont été capables de porter. Oui, c'est cette première leçon que je veux garder. Le sens d'un combat politique n'est pas une épreuve après l'autre. Le sens d'un combat politique, c'est le combat d'une vie pour les autres. La seconde leçon, le second enseignement, c'est le rassemblement. Rassemblement des socialistes. François Mitterrand l'avait fait en recréant le parti à Épinay. N'ayez pas l'illusion que ce fut tâche facile. Ne croyez pas que les socialistes d'aujourd'hui sont plus turbulents que les socialistes d'hier. Ce sont les mêmes. Je ne parle pas des personnes. Je parle de leur caractère. Je parle de leur ambition. Et ils ont bien le droit. Mais il a fallu qu'ils surmontent là la tentation des divisions, des individualismes, pour dire combien la cause devait nous rassembler. Rassembler les socialistes. Nous aurons là un rendez-vous avec la primaire. Respectons les personnes, respectons les enjeux et rassemblons-nous à la fin. Et puis, le rassemblement de la gauche. Là encore, sortons des idées reçues. L'union était un combat avant 1981. Et ceux qui imaginaient que la gauche arrivait rassemblée doivent ici reprendre leur livre d'histoire. Il y avait beaucoup de candidats déjà à l'époque. La dispersion s'était déjà produite. Et donc il a fallu que François Mitterrand dise que si la gauche pouvait se rassembler, c'était dès le premier tour qu'elle devait le faire. Et si les partis n'y consentaient pas, eh bien il fallait que ce soit autour de sa personne. Et c'est pourquoi une élection, même si elle se célèbre, elle se constate dans son résultat au second tour, elle se construit au premier tour. Et à Château-Chinon, sûrement, au premier tour de l'élection présidentielle de 1981, alors que encore certains doutaient, François Mitterrand savait, quand il a vu son résultat, plus de 25% au premier tour, et quand il a vu le résultat de son concurrent, à peine 28, il a compris que la victoire était alors à portée de main. Rassembler la gauche au second tour, vaincre les rigidités, les résistances de ceux qui ont peur du changement,
moquer la peur, celle qui laissait penser que, en cas de victoire de la gauche, des chars venus de l'autre côté du rideau de fer viendraient s'installer sur la place de la Concorde. Il n'y a plus de rideau de fer. Et nous n'avons toujours pas vu les chars, sauf ceux qui défilent le 14 juillet et qui sont français. Mais c'était les peurs qu'il fallait vaincre. Parce que François Mitterrand a été capable aussi de rassembler les Français. La gauche gagne une élection chaque fois que son aspiration rencontre celle de la France. Le grand mérite de François Mitterrand, c'est de l'avoir compris. Il aimait la gauche et il aimait la France. Il portait l'espoir de la gauche et une grande volonté pour la France. Et quand son espoir a rencontré la volonté, ce fut le 10 mai 1981. Et si nous voulons suivre son exemple, et quel que soit celui ou celle qui en sera chargé, c'est de devoir parler à la France avec les idées de la gauche pour faire avancer la France sans vouloir écarter tel ou tel de ce grand changement qui est espéré par beaucoup. Voilà, chers amis, le message que j'étais venu rappeler ici. En fait, c'est l'ultime service que nous rend, 30 ans après le 10 mai 1981, François Mitterrand. Il nous rappelle, à la veille de l'échéance de 2012, les conditions de la victoire, les chemins qui y conduisent, l'émotion qui nous accompagnera et les devoirs qui nous attendront. Le 30e anniversaire de sa victoire nous permet de faire un retour toujours utile sur le passé, le nôtre, mais pour mieux préparer l'avenir, l'avenir des nouvelles générations, celles qui n'en peuvent plus d'attendre, celles qui peinent à voir leur destin s'accomplir, celles qui souffrent de discrimination, de relégation, d'abandon, ces nouvelles générations qui doutent aussi de la politique et en même temps espèrent en nous. Voilà la responsabilité qui pèse sur nous, la gauche, et c'est le rêve français que nous avons apporté, celui des idéaux de la République, celui qui promet à la génération qui vient, à la jeunesse, un sort meilleur que le nôtre, un destin plus élevé, des chances supérieures. Oui, un rêve qui, depuis 2 siècles, accompagne les républicains et dont les socialistes sont la marche avant. Ce chemin du progrès, de la justice, de l'émancipation, ce chemin que François Mitterrand, après d'autres, Jaurès, Blum, Mendès France, a tracé et qu'il nous revient de prolonger ensemble. Mais en inventant, en imaginant, en innovant. Rien ne se fait dans la répétition, dans la reproduction, dans l'imitation. Nous ne sommes pas là pour faire comme en 1981. Nous sommes là pour faire comme les Français espèrent en 2012. Chaque moment historique suppose une continuité, une fidélité, une loyauté à des hommes, à des femmes, à des idées, à des valeurs. Mais en même temps, chaque moment historique appelle un changement pour prendre la mesure des défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux. La mondialisation, la construction de l'Europe, la lutte contre les extrémismes, contre la bêtise. Quel combat! La bataille contre la bêtise. Et on a ici quelques illustrations au sommet du gouvernement, pour ne pas dire davantage, où après avoir stigmatisé les immigrés, voilà qu'on s'en prend aux chômeurs, aux pauvres, pour laisser penser aux autres qu'il y a là comme une jalousie à exercer à l'égard des plus misérables, comme s'il fallait diviser les Français, comme s'il fallait les opposer entre eux.
comme si ça allait s'en prendre aux plus fragiles pour donner bonne conscience aux autres. C'est vous dire quel est le sens du combat que nous avons à mener pour être au défi de l'alternance de 2012. Oui, il faut prendre ce moment historique pour ce qu'il est, celui qui nous attend en 2012, pour que nous soyons portés par un mouvement qui nous dépassera, par une cause qui nous élèvera, qui fera que nous serons là, non pas pour nous-mêmes, mais pour le service de la France. Nous avons aussi à agir dans la durée, à penser que le soir d'une victoire, le moment est celui de la joie. Mais ce qui compte, c'est après la victoire, de réussir, de réaliser nos promesses et de faire en sorte que nous soyons, à notre tour, fiers de l'action engagée. Voilà, chers amis, voilà notre message de Château-Chinon, 30 ans après. Et je crois que la meilleure manière d'honorer la mémoire de François Mitterrand, c'est de lui donner un successeur. C'est de faire en sorte que le 10 mai demeure, mais que le 6 mai 2012 soit regardé comme un nouveau moment de notre histoire collective, qui n'effacera pas celui du 10 mai, mais le rendra encore plus glorieux. La meilleure façon d'honorer François Mitterrand, c'est de servir la France. Merci.